Ok, donc bonjour à tout le monde et merci le comité d'organisation d'avoir cette excellente occasion de discuter ensemble des problèmes très variés. Et je suis Tomonori Okubo, je suis à la fois président de ce groupe de travail et aussi le premier intervenant. Donc je commence tout de suite mon exposé. Et donc il faut partager juste un instant. Donc, je vais parler de quelques remarques sur la description des termes d'évaluation dans le cadre de la TVS. Introduction. Pour cet exposé, je vais parler de quelques paires antonymiques des adjectifs qualificatifs AQ, surtout de ceux qui évaluent des valeurs favorables ou défavorables, en prêtant attention aux relations sémantiques des uns des autres. Cet exposé se déroule de la manière suivante. Tout d'abord, j'examine un type de AQ très simple pour montrer que généralement, un AQX, sa négation pas X, son antonyme Y et la négation de celui-ci pas Y peuvent être configurés sur les 4 coins de carré argumentatif. En vérifiant ce point, je ferai remarquer ce que j'appelle la déviation normative observée dans certains groupes d'AQ en remontant jusqu'à la remarque de M. Ducrot en 1973, qui fait remarquer que l'énoncé « Pierre n'est pas gentil » est souvent très proche de « Pierre est méchant ». En revanche, « Pierre n'est pas méchant » est très loin d'être équivalent à « Pierre est gentil ». Selon Ducrot, c'est un fait observé sur les deux termes d'un couple d'adjectifs antithétiques. J'aimerais essayer de décrire ce phénomène en exploitant le carré argumentatif qui n'existait pas en 1973. Enfin, en examinant quelques autres exemples, la déviation normative redécrite sera montrée comme critère pour qu'un AQ soit un terme d'évaluation morale. Terme d'évaluation neutre. D'une manière ou d'une autre, les AQ évaluent quelque chose et il y a au moins deux sortes d'évaluation qui se distinguent linguistiquement. Évaluation neutre et évaluation morale. La première est faite avec un adjectif neutre, c'est-à-dire que pour un tel adjectif, on ne peut pas juger qu'il soit favorable ou non pas favorable sans contexte. Par exemple, quand on dit c'est long ou quand on dit c'est court, on ne sait pas, sans aide de contexte, si c'est bien d'être long ou d'être court. Les adjectifs de cette sorte et leurs antonymes peuvent être distribués sur les 4 coins d'un carré argumentatif, avec par exemple les argumentations internes suivantes. J'ai mis avec chaque mot, chaque expression, un exemple de argumentation, enfin son aspect. Donc pour long, il y a distant, pourtant, attendre. Et pour court, n'est distant, pourtant, n'est attendre, etc. Et les 4 exemples qui suivent, de 1 à 4, sont des exemples des énoncés associés aux 4 aspects présentés sur le carré. Donc on a pour long, par exemple, ces lacets sont longs, on pourra les utiliser même pour ces grosses bottines. 2, c'est pour pas long. Ces lacets ne sont pas longs, on ne pourra pas les utiliser pour ces grosses bottines. Et 3, c'est pour court. Ces lacets sont courts, on ne pourra pas les utiliser même pour ces petits souliers. Et ensuite 4, c'est pour pas court. Ces lacets ne sont pas courts, on pourra les utiliser pour ces petits souliers.
On pourra concevoir des carrés argumentatifs similaires pour les paires grands et petits, larges et étroits, etc., et pour bien d'autres paires de termes d'évaluation neutres. Une petite remarque pour ce carré. De façon générale, on a tendance à mettre ces 4 termes sur une échelle graduelle de laquelle le plus haut point est long et plus bas point est court, et pas long et pas court se situe quelque part entre les deux. J'ai essayé de refuser l'interprétation de cette sorte pour garder le point de vue non référentialiste et opter pour cette manière de conception de ces 4 termes. Entre eux, il ne s'agit pas de différence de degré, mais de changement de relation argumentative, et les parenthèses sémantiques entre eux sont garanties par le fait que ces 4 termes font partie d'un même bloc sémantique. Termes d'évaluation morale. Les termes d'évaluation morale, en revanche, consistent en adjectifs pour lesquels on peut juger qu'ils soient favorables ou pas favorables sans aide du contexte. Grâce au fait que l'orientation morale, bien ou pas bien, est préinscrite dans la signification même du terme. Pour présenter un bon exemple de tel terme, on pourra en revenir à celui de Ducrot 1973, à la paire gentil et méchant. La gentillesse est une qualité louable, et on sait que la phrase « Pierre est gentil » peut être un énoncé qui est un petit éloge sur sa personnalité. De même pour méchant, son antonyme, la phrase « Pierre est méchant » ne pourra pas être qu'un énoncé critique sur son compte. Déviation normative du terme d'évaluation morale. Pour en revenir au terme d'évaluation morale, ils ont une particularité sémantique qui avait été découverte par Ducrot, que je nomme déviation normative. Je cite encore une fois sa remarque. L'énoncé « Pierre n'est pas gentil » est souvent très proche de « Pierre est méchant ». En revanche, « Pierre n'est pas méchant » est très loin d'être équivalent à « Pierre est gentil ». Alors que Ducrot continue que c'est un fait observé sur les 2 termes d'un couple d'adjectifs antithétiques. Ce n'est pas le cas pour tous les adjectifs, mais seulement pour les termes d'évaluation morale. Je dirais même que la déviation normative est la condition nécessaire pour qu'un terme soit d'évaluation morale. Si cet énoncé est possible, ah oui, pardon. Donc, je vous invite à examiner. Excusez-moi. J'ai un petit problème de gorge. Et je pense que ça va aller. Je vous laisse regarder l'exemple 5. Ces lacets ne sont pas longs, mais ils ne sont pas courts non plus. Si cet énoncé est possible, ce n'est pas parce que 2 prédicats indiquent 2 degrés différents sur l'échelle pour évaluer la longueur des lacets, mais qu'ils ne veulent pas dire la même chose. Ainsi, essayons de remplacer les 2 termes par leur aspect par argumentation interne. Ça fait 6. On ne peut pas utiliser ces lacets pour ses bottines, mais on le peut pour ses souliers. Cela donne une suite de 2 énoncés qui sont reliés assez naturellement. En revanche, on ne peut pas avoir un résultat similaire pour pas gentil et pas méchant. Pierre n'est pas gentil, mais il n'est pas méchant non plus. Si l'on sent une bizarrerie pour comprendre l'exemple 7, c'est parce que, comme le dit Ducrot, pas gentil, la négation du terme positif de la paire des termes d'évaluation morale est tellement proche de méchant, son pendant négatif, que cet exemple semble être quasiment contradictoire. Donc c'est comme si on disait Pierre est méchant, mais Pierre n'est pas méchant non plus. Pour cette paire des mots antonymiques, Ducrot a toujours raison,
cette déviation sémantique ne s'observe pas au pas méchant. Donc 8, Pierre n'est pas méchant, mais il n'est pas gentil pour autant. Si on ne met pas méchant d'abord, puisqu'il n'est pas si proche de gentil, l'exemple 8 n'est pas si bizarre que 7. Maintenant, essayez de configurer les termes gentil et méchant, pas gentil, pas méchant, sur un carré argumentatif. Et voici des exemples d'énoncés selon ce bloc sémantique donné. Et donc pour gentil, Pierre est gentil, il m'aide même quand je ne suis pas en difficulté. 10, Pierre d'abord est méchant, il ne m'aide pas alors que je suis en difficulté. Et ça marche aussi avec pas gentil. Pierre n'est pas gentil, il ne m'aide pas alors que je suis en difficulté. Et 11, c'est pour pas méchant. Pierre n'est pas méchant, c'est-à-dire il m'aide quand je suis en difficulté. Ce n'est évidemment qu'une supposition théorique, mais pas gentil, qui devrait s'occuper du coin converse de gentil et déplacer pour qu'il soit au coin transposé par rapport au coin du départ, comme le montre la flèche. Et il me semble que la déviation normative se réalise toujours dans ce sens-là. Le carré argumentatif suivant est fait à partir des exemples du bloc sémantique souvent mentionnés par Marion, enfin, si je me souviens bien. Il s'agit d'une paire de termes d'évaluation morale intelligent et bête. Là encore, il s'agit d'une transposition de pas intelligent, la négation du pendant positif d'une paire antonymique du terme d'évaluation morale. J'ai aussi donné un exemple de chaque terme. Donc 12, bien que ce soit un texte difficile, il a tout compris, il est intelligent. 13, ce n'est pas un texte difficile et pourtant il ne l'a pas compris. Il est bête ou bien il n'est pas intelligent. 14, comme ce n'était pas un texte difficile, il a compris. Il n'est pas bête. Cette déviation normative, observée uniquement dans la négation du pendant positif d'une paire de termes d'évaluation morale, j'aimerais la décrire qu'elle est causée par la transposition rhétorique, car elle ressemble au mécanisme sémantique de la figure de style, la litote. Mais bon, j'approfondis pas la question maintenant, parce que j'ai pas bien réfléchi là-dessus. Déviation normative, critères de termes d'évaluation morale. Dans les activités langagières, je ne sais pas à quel point il est important de pouvoir distinguer des termes d'évaluation morale des termes d'évaluation neutres, mais avant de terminer cet exposé modeste, je voudrais présenter deux petites découvertes sur ce même sujet. D'une concerne la question d'inclure ou pas les paires de termes riches et pauvres dans la catégorie des termes d'évaluation morale, et l'autre concerne la paire blanc et noir, non pas comme simple terme de couleur, mais comme celui qui désigne les races. D'abord, riche et pauvre. Dans mes recherches précédentes, mon critère pour distinguer les termes d'évaluation morale était tout simple, c'est-à-dire, pour une paire de AQ, adjectifs qualificatifs, si on peut continuer naïvement, c'est bien ou ce n'est pas bien, sans davantage de contenu contextuel, ces termes sont d'évaluation morale. Ainsi, pour c'est gentil, c'est intelligent et bien d'autres termes, on peut continuer c'est bien, alors que les AQ gentil et intelligent seraient des termes d'évaluation morale, positifs. De même pour méchant et bête et bien d'autres termes, on n'a pas besoin d'aide de contexte pour continuer, ce n'est pas bien, ce qui ferait que ces termes sont d'évaluation morale négative. Cependant, je me suis heurté à un problème. La paire riche-pauvre
me semblait passer ce test naïf pour que je puisse les juger termes d'évaluation morale. Comme le montre l'exemple 15, il est riche, donc c'est bien. Il est pauvre, c'est-à-dire que c'est pas bien. On ne voit en apparence pas de bizarrerie dans les deux suites d'énoncés, et ce résultat correspond aussi à l'intuition. On est tous d'accord avec l'idée qu'il vaut mieux d'être riche que pauvre dans la vie. Par ailleurs, en configurant ces termes et avec leur négation sur un carré argumentatif, on découvre avec un petit étonnement que la déviation normative ne se produit pas, comme vous voyez. Et comme les autres, j'ai donné un exemple de chaque coin. 16, comme il est riche, il peut se permettre d'acheter cet objet très cher. 17, il est pauvre, il ne peut pas acheter ceci bien qu'il ne coûte pas cher du tout. 18, pas riche, il n'est pas riche, si c'est cher, il ne peut pas acheter. 19, comme il n'est pas pauvre, si ce n'est pas cher, il peut acheter. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? La déviation normative n'est pas parfaite comme critère, si justement c'est plutôt grâce à elle qu'on peut éviter d'être dupe. Attention, la richesse économique, si c'est un avantage dans la vie pragmatique au sens propre du terme, ce n'est quand même pas en vertu, tout comme la pauvreté n'est pas en vice. Pour qu'il y ait une déviation normative, il faut quelque part une sorte de perfectionnisme normatif. Par exemple, ce qui n'est pas beau est considéré tout de suite comme laid, et c'est ce qui fait défaut aux termes riche et pauvre. Une petite remarque, ce que j'ai expliqué jusqu'ici sur le terme riche et pauvre, c'est seulement son usage pour signifier la richesse ou la pauvreté économique. Quand ils sont utilisés pour qualifier les vins, les terres, etc., ce sera une autre question. On aura à ce moment-là les termes d'évaluation morale. Je n'approfondirai pas la question et je vous laisse examiner deux exemples pour dire qu'il s'agit des termes d'évaluation morale. Donc, exemple 20 et 21. La terre n'est pas riche dans cette région, c'est-à-dire que la terre est pauvre, on n'y peut rien. Et 21 est bizarre, la terre n'est pas riche dans cette région, mais elle n'est pas pauvre non plus. Du point de vue de la sémantique argumentative au moins, il s'agit de deux paires riches, pauvres, différents. Donc il y a deux mots différents, riches et pauvres. Blanc et noir. Je passe à la discussion sur la paire noir et blanc et noir. De toute manière, les races à la base de couleurs de peau sont des concepts inventés, mais il y a intérêt quand même d'examiner un peu au moins ces deux termes. C'est une évidence pour les Américains, d'abord que les termes blanc et noir sont antonymiques l'un à l'autre. Et on peut observer la déviation normative enfouie dans un énoncé suivant. 22. Barack Obama, le premier président noir des États-Unis. En fait, c'est le titre d'un livre. Comme tout le monde le sait, M. Obama n'est pas tout à fait noir du point de vue biologique. Si son père est d'origine africaine, sa mère est une Américaine blanche, cela veut dire que Barack est aussi noir qu'il est blanc et que non seulement le titre de ce livre, mais aussi toutes les descriptions du même genre sur Obama comme noir sont absurdes. Mais normalement, on ne critique pas comme ça, et la description de cette sorte est tolérée. Pourquoi? C'est parce que cette paire de termes raciaux ont été inventés comme cela. Aux États-Unis, il y avait ce qu'ils appelaient One Drop Rule, la règle d'unique goutte de sang,
qui est un principe social et juridique de la classification raciale, affirmant que toute personne ayant même un seul ancêtre d'ascendance africaine subsaharienne, une goutte de sang noir, est considérée comme noire ou nègre en termes historiques. Il s'agit donc d'une déviation normative inventée pour que la paire des termes blanc et noir soit considérée comme terme d'évaluation morale, avec blanc comme terme positif et noir comme négatif. Et comme le montre l'exemple 23, Barack Obama n'est pas blanc, c'est-à-dire qu'il est noir. Il lui suffit une goutte ancestrale non blanc pour qu'une personne soit décrite pas blanche. Et de plus, cette goutte suffit aussi que pas blanc soit paraphrasé comme noir. L'exemple 24, Barack Obama n'est pas noir, il est blanc, ne marche pas. Donc l'exemple 24 montre aussi qu'il n'y a pas de sens inverse. Une personne non noire ne peut pas devenir blanche pour autant. Voilà, ma petite histoire est maintenant terminée, et à part le fait que j'ai délimité la catégorie des termes d'évaluation morale en ayant recours à la notion de déviation normative, je n'ai pas vraiment de conclusion pour clore mon exposé, alors je vais essayer de numéroter ce que je n'ai pas pu faire. Premièrement, si j'ai admis que c'est une ébauche de travail, j'aurais pu montrer au moins en quelle direction théorique je comptais développer mon travail, ce que je n'ai pas fait. Deuxièmement, et c'est une des raisons pour mon premier point, j'aurais pu expliquer pourquoi la déviation normative peut être le critère pour la catégorie des termes d'évaluation morale. J'ai parlé du perfectionnisme sémantique qui a été exploité dans les termes raciaux, mais cela restait trop intuitif. Troisièmement, enfin, alors que cela m'a fait plaisir d'avoir pu distribuer mes termes sur des carrés argumentatifs, je ne sais pas encore ce que cela veut dire. Pour cela, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de la TBS. Merci de votre attention. Et ça, c'est des références bibliographiques.